Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de Georges Frédéric Handel et cette fois-ci de son implication dans le monde du théâtre. Vous vous rappelez que Handel a découvert l'opéra alors qu'il était à Hambourg et c'est là qu'il a donné son premier opéra, il s'agit de Almira en 1705. Puis il part voyager en Italie, là il va rencontrer certains des grands compositeurs belcantistes, parmi lesquels Alessandro Scarlatti, Caldara, lui-même va donner des opéras, dont un qui va être très goûté par les Vénitiens, il s'agit d'Agrippine. Lorsque Handel part pour l'Angleterre, il va se voir commander un opéra, il s'agit de Rinaldo qui va triompher sur la scène. Il part ensuite quelque temps au Hanovre, puis revient et s'installe définitivement en Angleterre. Il va écrire à partir de ce moment-là quelques œuvres pour la scène qui, sans être des triomphes comme Rinaldo, vont lui permettre de prendre sa place sur la scène théâtrale londonienne. Le coup de force de cette époque-là, vous vous en rappelez, c'est qu'il est allé à l'assaut de la cour avec l'autre pour l'anniversaire de la reine Anne, le Te Deum de la paix d'Utrecht. Après cela, Handel va décider de prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul par rapport à la vie londonienne et il va s'installer chez le duc de Chandos dans son palais de Canons. Là, il sera plus un commensal qu'un compositeur attitré du duc, même s'il va écrire des œuvres très importantes pour son corpus d'œuvres. Il faudra un événement de taille pour le faire sortir de cette résidence, c'est la création de l'Académie royale de musique. Dès lors, l'Anglais vont décider de monter un théâtre, de faire venir une troupe, de permettre à des compositeurs d'écrire des opéras belcantistes à Londres. Le roi va donner toute sa faveur à cette entreprise puisqu'il va donc créer cette académie royale et donner des subsides. Handel va faire partie des compositeurs phares de cette académie royale de musique aux côtés de Bononcini. Le premier opéra que Handel va donner pour l'Académie royale de musique, c'est Radamisto en avril 1720. Il y aura deux moutures pour le Radamisto, la première en 1720 en avril et puis la deuxième en décembre de la même année parce qu'à ce moment-là, des grandes vedettes ont commencé à arriver. Les vedettes arrivent puisque Handel s'est vu mandaté pour partir en Europe chercher des grandes vedettes européennes. Là, il a trouvé le contraltiste Senesino ainsi que la soprano Margherita Durastanti. Il va donc écrire particulièrement cette œuvre pour mettre en valeur ses voix. Senesino, Francesco Bernardi di Senesino, fait partie des meilleurs contraltistes de son temps. Il était un chanteur très doué dans la vélocité, mais également très remarqué pour son expressivité, sa grande taille et son jeu en scène en faisaient un chanteur aulique, ce que vous allez particulièrement ressentir dans l'air Ombra Cara de ce Radamisto, dans lequel le protagoniste pleure sa femme qu'il croit morte. Ce Radamisto va être un grand succès et d'ailleurs Matteson, l'ami des années hambourgeoises, va décider de le monter au théâtre am Ganzenmarkt, qui avait vu le premier succès, l'Almira, en 1705. La première Académie royale de musique, l'Académie royale de musique, est indissociable de la qualité immense de ses chanteurs. Nous avons déjà parlé de Senesino, de la Durastanti. Il va y avoir ensuite Francesca Cuzzoni, considérée comme la première soprano aiguë de l'opéra. Et il va y avoir également Faustina Bordoni, une très grande mezzo-soprano. Ces chanteurs font partie de la nouvelle école de chant du XVIIIe siècle, dont les capacités vocales sont quasi illimitées, que ce soit sur le plan technique ou expressif. Handel va donc être très inspiré par ces chanteurs, aussi bien par rapport à leur capacité que par le fait que ce sont déjà les interprètes de grands compositeurs. Il va donc, pour s'adapter au mieux à ces chanteurs, écrire dans les lignes mélodiques qu'ils sont déjà habitués à interpréter, et donc de cette manière, il va s'inspirer d'autres compositeurs.
Pour vous donner un exemple, eh bien Senesino était très bon interprète de Bononcini. Bononcini fait partie des très grands compositeurs belcantistes. Il fait partie de ceux dont l'inventivité mélodique était la plus fertile. Et Handel eh bien, ne va pas se priver de s'inspirer de ce très grand compositeur. Bononcini, d'ailleurs, est arrivé à Londres. Il fait partie des grands compositeurs qui vont écrire pour cette Académie royale de musique. Et il va se voir en permanence opposé à Handel. Alors pourquoi Handel et Bononcini sont opposés en permanence? Pour plusieurs raisons. D'une part, eh bien, le goût des factions qui est indissociable du monde de l'opéra. Le fait également que Handel ait toujours été le musicien du roi. S'opposer à Handel, c'est s'opposer au roi, et donc les factions musicales sont également l'expression des factions politiques. L'autre point qui fait que l'on a opposé ces deux grands hommes, eh bien, c'est que Handel n'est pas du tout apprécié pour son caractère. On le trouve extrêmement dur, extrêmement violent, tout spécialement avec les chanteurs. Il a toujours écrit au plus proche de ses chanteurs, eh bien, pour mettre en valeur l'opéra, pour mettre en valeur leur voix. Il ne leur a jamais laissé faire état de leurs caprices, et Dieu sait que les caprices des chanteurs pouvaient être grands, spécialement ceux de Francesca Cuzzoni qui faisait beaucoup parler d'elle à Londres. Handel va donc s'attirer les foudres de guerre de certains grands lords, de certaines personnes mondaines, ainsi que des chanteurs. On va décider de mettre fin à son hégémonie musicale à Londres, et donc on l'oppose en permanence à Bononcini. Peine perdue, Handel a toujours été renforcé par les moments difficiles. Il va écrire certaines des œuvres les plus belles de son répertoire pendant cette première Académie royale de musique, parmi elles Tamerlano et Jules César. Je vais tout de suite vous faire entendre un passage de ce Jules César, écrit pour la saison 1724, et un duo qui a été composé pour Senesino et la Cuzzoni, le duo final de l'opéra Jules César. De ses œuvres, eh bien quelques fêlures sont à voir dans le monument de cette Académie royale de musique. Le premier, qui n'est pas des moindres, c'est que l'engouement pour le théâtre n'est pas tant un engouement pour l'opéra en lui-même que pour les vedettes. On veut voir les meilleures vedettes arriver à Londres, et on se rend compte qu'en fonction des représentations, en fonction des personnalités qui vont chanter, eh bien, le théâtre est plus ou moins rempli. C'est donc moins l'amour de l'opéra qui fait venir les personnes au théâtre que l'amour des vedettes. La deuxième chose que l'on peut remarquer, eh bien, c'est que le prix que coûtent ces chanteurs commence à peser très sérieusement sur les lords, qui vont se rendre compte qu'ils perdent trop d'argent et qui vont préférer se retirer de cette Académie royale de musique, qui vont préférer y mettre fin pour ne pas perdre trop d'argent.
Et donc, l'Académie royale de musique va voir sa fin arriver beaucoup plus vite que prévu. Elle aura vécu 8 ans, et même si elle a été servie par certains des meilleurs compositeurs belcantistes, même si elle a été servie par certains des plus grands chanteurs de leur temps, le coût et puis le peu d'engouement dont je vous parlais pour l'opéra à proprement parler vont faire que cette académie va voir sa fin. Pour la dernière saison, en 1728, Handel va donner un opéra, l'opéra Tolomeo, c'est le dernier opéra que Handel va donner pour cette Académie royale de musique. Et je vais vous faire entendre un air qu'il a composé pour la mezzo-soprano Faustina Bordoni, qui était particulièrement reconnue pour son excellente articulation, ce que vous allez pouvoir entendre dans cet air, Il mio cor non apprezza. Le problème pécunier a rebuté les lords, mais elle ne va pas rebuter Heidegger et Handel. Ils sont très confiants dans leur capacité. Heidegger a confiance dans Handel qui a donné certains des plus grands succès de l'Académie royale de musique. Et donc Heidegger et Handel vont décider de passer un bail avec le théâtre de Haymarket pour monter eux-mêmes leur théâtre par souscription. Ils vont demander aux spectateurs de payer par avance leur place pour pouvoir s'engager à donner des œuvres. Les souscriptions permettaient d'avoir une situation financière stable pour les personnes qui s'engageaient à donner ensuite un certain nombre de représentations. Handel et Heidegger se lancent dans cette entreprise qui aura le malheur de très mal commencer avec l'œuvre Lothario qui sera un échec pour Handel. Le duo Heidegger-Handel ne se remettra jamais véritablement de cet échec et l'on peut se demander ce qui s'est passé. Il y a plusieurs raisons à cet échec. D'une part, les grandes vedettes Senesino, Cuzzoni, Bordoni étaient rentrées en Italie et même si les chanteurs qui les ont remplacés sont de grande qualité, elles n'ont pas reçu la même faveur auprès du public. L'autre raison, c'est que Handel maintenant a les deux pieds dans la gestion de théâtre et qu'il a moins de temps pour composer. Il est beaucoup plus pris d'une part par le temps et puis il est aussi pris par le désir de plaire puisqu'il est engagé financièrement dans cette entreprise et que donc il veut à tout prix qu'elle réussisse. Il va être moins original peut-être, moins authentique, il faut qu'il plaise et il va chercher à s'adapter. C'est en tout cas ce que nous dit le musicographe Burney qui dit « Craignant l'opposition et moins bien supporté par ses chanteurs, son inventivité s'est trouvée moins fertile qu'auparavant et en comparaison, les airs moins populaires. » Ce n'est pas tout pour cette entreprise qui va dégénérer puisque vous vous rappelez que beaucoup de personnes à Londres n'appréciaient pas Handel. On va décider de mettre un terme définitif à son hégémonie musicale à Londres et cela en créant le théâtre de la noblesse. C'est le fils du roi, le prince de Galles, qui va décider de monter ce théâtre, aidé par certains grands lords anglais. Et il va donc faire venir Johann Adolf Hasse, compositeur pour de la direction artistique. Porpora va également venir pour composer. Senesino, Cuzzoni et Bordoni vont laisser le compositeur trop tempétueux qui est Handel pour venir dans cette nouvelle troupe. Et puis, ils vont également s'offrir les talents de celui qu'on appelle le roi des chanteurs et le chanteur des rois, Farinelli. Handel se trouve dans une position très délicate avec Heidegger, et puis très vite, Handel va se trouver dans une position très délicate tout seul, parce qu'à la fin du bail en 1735, Heidegger reconduit le bail avec Haymarket, mais avec le théâtre de la noblesse.
Handel se voit donc sorti de son théâtre, il va devoir lui-même se diriger vers un autre théâtre pour pouvoir continuer à donner ses œuvres. Il se tourne vers Covent Garden qu'il va louer, mais maintenant la situation est beaucoup plus critique pour lui, il est seul à devoir gérer aussi bien les questions administratives que artistiques. Cette période est très difficile, mais Handel va continuer à enrichir sa palette musicale. Confronté à Porpora, il va écrire à sa manière des airs, des très longues vocalises que Porpora avait l'habitude d'écrire pour mettre en valeur les voix de ses castrats. Donc Handel continue à s'inspirer aussi des grands chanteurs qui vont chanter pour lui. Il va y avoir parmi eux Gaetano Majorano, Di Caffarelli, il va y avoir Giziello et puis il va y avoir également Anna Strada qui va remplacer la Cuzzoni. Anna Strada pour laquelle il va écrire une des plus belles figures d'enchanteresse, il s'agit d'Alcina. Je vais tout de suite vous faire écouter un passage de cette Alcina, Torna mia vagheggiar, et vous allez pouvoir entendre, précédant la voix, une ritournelle, la ritournelle indissociable des aria bel canto, indissociable des airs handéliens, mais également au théâtre, un élément indispensable. La ritournelle vient prévenir ceux qui ont profité du récitatif pour discuter, elle prévient, elle vient donner l'alarme, et la vedette va rentrer en scène. Handel va donc donner toutes ses forces dans cette troisième académie dans laquelle il va se retrouver tout seul et puis opposé à certaines des plus grandes vedettes. Les journaux font état de plus en plus du désintérêt du public pour l'opéra, que ce soit celui de Handel ou celui du théâtre de la noblesse. Handel perd beaucoup d'argent, ceux qui ont investi dans le théâtre de la noblesse en perdent également beaucoup, et d'ailleurs le théâtre de la noblesse va se dissoudre rapidement puisque Johann Adolph Haas va décider de partir avec son épouse Faustina Bordoni, Senesino et Cuzzoni quittent la place également, et puis enfin Farinelli va partir en 1737 en direction de l'Espagne. C'en est donc fini pour le théâtre de la noblesse, mais la chute de l'un ne peut pas dire la victoire de l'autre. Handel ne se relèvera pas non plus de cette troisième académie. Il va tomber gravement malade, ses amis autant que ses ennemis pensent qu'il est fini. Sur un plan physique aussi bien que psychique, ils ne sont pas loin de la vérité. Il faudra toute la force que l'on connaît à celui qu'on appelle l'homme montagne pour se relever de ce marasme. Ce que l'on voit à quelques années de distance, c'est que pris par la rage de réussir, pris par la rage de se venger un petit peu de ce rejet qui a été fait de sa personne, Handel n'a pas su voir que le public avait besoin de quelque chose de différent, de quelque chose qui soit plus propre à l'esprit anglais. Handel, malgré cela, en 1732, a beaucoup investi pour donner sur la scène Esther, un oratorio ou drame sacré. C'est vers cela qu'il se dirigera par la suite. C'est ce que sa maladie, sa grave maladie, lui permettra de réaliser. Loin des contingences matérielles, il va réussir à se réinventer, il va réussir à passer à la postérité avec cette originalité incroyable qu'est l'oratorio anglais. C'est le sujet que je vous propose de découvrir pour notre prochaine causerie, donc je vous dis à bientôt.